bonjour. Je suis linguiste, donc j'étudie la grammaire des langues, la syntaxe plus précisément, et je vais vous parler aujourd'hui de la grammaire du français. Le français d'aujourd'hui, le vôtre, celui de tous les jours, il n'est pas si bien connu. Il est enseigné à l'école, mais à l'école, c'est un certain écrit, c'est un écrit normé. Annie Ernaux disait que pour elle, c'était une langue étrangère. Et pourtant, ses parents étaient français, ils parlaient français, mais ils parlaient un français populaire, un français avec des normandismes, et c'était mal vu à l'école. Alors, j'ai co-dirigé une grande grammaire du français, donc il y a un livre et un site. Ça nous a pris 20 ans, voilà, on était une soixantaine de linguistes, pour faire le point sur tous les usages du français d'aujourd'hui, à l'écrit et à l'oral, en France et hors de France. Et quand on est linguiste, on ne cherche pas à donner des bons et des mauvais points. Voilà, vous avez peut-être un mauvais souvenir de grammaire, que c'était un moment où on faisait des fautes. Voilà, on voit des fois la grammaire comme une machine à punir ou à exclure. Donc, quand on est linguiste, on essaye de comprendre pourquoi les gens parlent comme ils parlent, depuis quand, quelle est la logique sous-jacente. Et on ne cherche pas donc à valoriser un usage comme bon et à blâmer les autres comme mauvais. Alors en français, comme toutes les langues, il y a des variantes. Donc on ne parle pas de fautes, on parle de variantes. Et certaines variantes sont appropriées dans certaines situations. Donc on parle de niveau de langue, de niveau de formalité. Vous, c'est bien vu dans certains cas, mais c'est tout aussi important de l'avoir à sa disposition, et dans bien des cas, ce ne serait pas approprié de dire toujours vous. Donc, ce sont les règles des linguistes qui souvent permettent plusieurs options. Donc, vous vous souvenez peut-être, on accorde le verbe avec le sujet, mais la majorité des gens est venue, la majorité des gens sont venus, vous avez le choix entre singulier et pluriel. Et le français, si vous voulez poser une question, est particulièrement riche. Vous avez vraiment le choix entre plusieurs formes. Donc, que sais-tu, c'est une forme que vous n'entendez pas très souvent, que vous n'employez pas très souvent, c'est un peu formel. Voilà, qu'est-ce que tu sais, c'est une variante plus courante. Et tu sais quoi, qui est devenue la variante majoritaire à l'oral, mais qui ne veut pas tout à fait dire la même chose. Vous n'attendez pas vraiment une réponse, c'est plutôt une amorce pour capter l'attention, pour annoncer que vous allez raconter quelque chose. Et puis, c'est quoi que tu sais, voilà, ça c'est plus cool. Mais tout n'est pas possible. Par exemple, vous n'allez pas dire tu sais que. Voilà. Donc il y a des règles que vous appliquez inconsciemment, que vous pouvez retrouver vous-même. Et c'est assez différent des règles des puristes. Donc les règles des puristes vont blâmer une forme en particulier sans dire pourquoi, c'est un peu anecdotique, c'est assez arbitraire. Il faudrait dire à vélo et pas en vélo, pourquoi, se rappeler cela, pas se rappeler de cela, pourquoi. Mais ce sont des prescriptions qui, alors il faut les apprendre par cœur, voilà, on les oublie aussi puisqu'elles ne correspondent pas à l'usage le plus courant. Et elles sont source d'insécurité linguistique, c'est-à-dire que vous doutez, vous hésitez, vous vous sentez incompétent alors que c'est votre langue. Et cet écart entre règles et usages, ou en tout cas entre un écrit valorisé comme l'écrit littéraire et puis l'oral de tous les jours et ses multiples variantes, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en français. Donc je vais vous prendre 3 exemples. Le premier, c'est la négation. Vous dites « je ne sais pas »,« je ne sais pas ». Vous dites plutôt « je ne sais pas », mais vous vous sentez peut-être un peu coupable. Eh bien, dès le XVIIe siècle, donc ça c'est le jeune dauphin futur Louis XIII, donc le père de Louis XIV dont on a parlé tout à l'heure, disait déjà « je veux pas » et « c'est pas mon frère » en parlant des bâtards de son père Henri IV. Et c'était le médecin Héroard qui veillait sur lui, qui notait tout ça dans son journal, donc on a une trace. Et en fait, c'est une longue histoire et la négation dans les langues passe par des cycles. On appelle ça les cycles de Jespersen parce que c'est un linguiste danois qui a observé ça, par exemple en anglais aussi. Elle peut être en un mot ou en 2 mots. Donc en ancien français, c'était ne qui suffisait à faire la négation. Voilà, il ne mange, il ne marche. Et puis ne s'est affaibli, donc a été renforcé par des petits mots, pas et rien. Et aujourd'hui, ce sont eux qui font la négation. Ils sont devenus pleinement négatifs.
Et ils sont sans ne, par exemple, dans des phrases sans verbe, rien à l'horizon, on ne pourrait pas mettre ne, ou dans des phrases sans sujet, comme faut pas exagérer, on ne pourrait pas avoir ne. Et cette absence de ne, vous l'avez peut-être remarqué, donc pour les plus âgés d'entre vous, c'était le slogan de SOS Racisme, touche pas à mon pote, c'était un peu frappant à l'époque, cette absence de ne. Et maintenant, ça s'est vraiment banalisé, une série télévisée, fais pas ci, fais pas ça. Je ne sais pas si on le remarque, mais ce serait bizarre d'avoir ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous n'oubliez pas de mettre ne quand vous ne le mettez pas. Vous ne faites pas une faute, c'est juste l'usage ordinaire. Vous avez intégré dans votre système que ce n'est pas ne qui fait la négation. Mais évidemment, vous avez le choix de mettre ne. Et souvent, vous le mettez, mais c'est devenu une variante de prestige. C'est un signe de distinction pour donner une certaine image de vous. Et c'est très important à l'écrit. Mais ce n'est pas du registre de la faute. Alors, un autre exemple, donc là, c'est vraiment un cas où la règle prescriptive suit pas l'usage et correspond à un usage qui a disparu depuis plusieurs siècles. Et un deuxième exemple qui est plus compliqué, c'est l'accord du participe passé. Alors la règle générale, c'est qu'on accorde le verbe avec le sujet, pas avec l'objet. Et au XVIe siècle, l'ordre des mots se stabilise un peu et on essaye de formuler des règles, et le poète Clément Marot, dans un poème à François Ier, il veut se faire bien voir, il propose ce qu'on va après ériger en règle, qu'on puisse accorder le participe passé avec l'objet, avec avoir quand il va devant, donc c'est les lettres que j'ai écrites, et très vite, c'est pas vraiment appliqué, il y a beaucoup d'exceptions. Vaugelas lui-même, donc un des premiers académiciens, pour lui, on accorde plutôt quand le participe est en position finale. Donc, c'est toujours invariable dans les lettres que j'ai écrites à mon frère. Et l'Académie française va multiplier les exceptions. Donc, je ne sais pas si vous avez appris ça à l'école, je les ai écrites, les lettres, mais j'en ai écrit des lettres, donc pas avec en. Pourquoi on les a fait entrer, on fait invariable, mais on les a vus ou entendus entrer, là c'est US. Et avec toutes ces exceptions, l'usage n'a pas suivi. Donc l'accord avec l'objet ne s'est pas imposé à l'oral. Dans les corpus oraux, ce n'est pas le cas majoritaire quand on regarde dans des corpus enregistrés depuis les années 60. Hier sur France Culture, c'était la matinale sur l'IA. On savait que c'était des humains qui parlaient, c'était la technologie qu'on a transmise, la chose que j'ai appris, personne ne remarquait le non-accord. Et dans les chansons, ça a commencé avec Brassens, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Ça n'a pas vraiment gêné, c'était prise, c'était pas prise. À l'écrit non plus. Donc ça, c'est plus récent, on a des écrits plus spontanés, mais déjà Proust, dans la recherche, faisait dire à Monsieur Verdurin, t'as vu la tête qu'il a fait, voilà, c'est assez spontané, et ça n'a pas été corrigé par son éditeur. Donc aujourd'hui, à l'école, c'est moins de 20% des élèves qui le font, cet accord avec l'objet, en CM2, en 3e. Et on a fait une étude sur des adultes, donc Bac plus 3, Bac plus 5, sur un forum assez sérieux qui s'appelle Reddit France. Et on a vu que les cas d'accord avec l'objet étaient vraiment minoritaires. Donc une fois sur 4 avec eux, une fois sur 3 avec nous, et même avec les, c'est pas majoritaire. Et on fait passer des expériences, on demande à des gens de juger des phrases. Alors c'est tout mélangé, ils ne voient pas ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de choses et on leur demande de mettre des notes à ces phrases. Et donc, ils mettaient une note un peu supérieure au cas avec accord, donc on l'a écrite ou on l'a rédigée, puisque c'était une lettre, mais donc ça c'est les colonnes en rose, mais vous voyez que les colonnes en bleu sont quand même assez hautes, genre 6 sur 10, voilà, c'était pas vraiment ressenti comme une faute, surtout avec que. Donc la règle générale, l'usage conforme à l'usage d'aujourd'hui, c'est l'invariabilité avec avoir. Et c'est ça qu'on pourrait enseigner. Donc, c'est des propositions qui sont sur la table depuis longtemps. Arrêtez de passer toutes ces heures à toutes ces sous-règles et toutes ces exceptions. Et pour enseigner, des règles qui marchent vraiment. Donc, l'accord avec le sujet, avec être. Et par exemple, la différence entre infinitif et participe passé. Et plutôt qu'une règle obsolète qui n'a jamais marché. Alors, dernier exemple, l'accord en genre, parce que c'est un sujet qui fait toujours débat. Donc, vous écrivez, mon père et ma mère sont contents, pas contentes. Donc, c'est la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin.
on se plaint des fois que ce sont des grammairiens au XVIIe siècle qui ont voulu ériger le masculin en genre le plus noble et qui ont invisibilisé le féminin, alors qu'à l'époque, on pouvait très bien accorder avec le nom le plus proche. Donc si le nom le plus proche est féminin, voilà toutes les serrures et les verrous du monde, c'est chez Molière, ou un courage et une foi nouvelle, donc les deux sont nouveaux, et c'est au féminin chez Racine. Et on s'est demandé quand même, est-ce que les académiciens ont un si grand pouvoir? Est-ce qu'ils ont vraiment changé la langue? Donc on a regardé sur toute la littérature, enfin tous les écrits qu'on a à disposition depuis 1550, est-ce qu'un déterminant, un adjectif suivi d'un nom féminin et masculin, les deux coordonnées, comment on accorde? Et c'est hyper stable, c'est les lignes du haut, on accorde au féminin, donc c'est resté, voilà, toutes les serrures et les verrous du monde. Et c'est après le nom que là ça baisse au XIXe siècle, mais ça reste, ça disparaît pas, voilà, ça reste à 50%. Donc le féminin est toujours possible, on trouve assez souvent, quand le premier nom est féminin, les différentes villes et pays, on ne trouve pas les différentes villes et pays, on trouve certaines régions et départements, pas certaines régions et départements, si vous faites le test, c'est vraiment 100%. Et quand on demande à des gens sur le même principe de choisir ou de mettre des notes à des phrases variées, en bleu c'est le féminin, il est noté plus haut que le masculin, même s'il croit que la règle c'est le masculin. Donc, et après le nom, vous avez le choix en fait, des chants et des danses bretons, des chants et des danses bretonnes. Donc il y a toujours deux règles, soit masculin, soit avec le plus proche, et vous continuez d'appliquer une règle qu'on a cessé d'enseigner, puisqu'au XIXe siècle, on enseignait encore les deux règles, et on a cessé au XXe siècle d'enseigner celle de proximité, mais l'usage a résisté. En conclusion, en tant que linguiste, on considère qu'on est plus exigeant que les puristes, parce qu'on étudie vraiment tous les usages et on cherche des règles générales, des règles que vous pouvez effectivement appliquer. Et si vous n'appliquez pas les règles de puristes, vous n'avez pas de raison de vous sentir en faute. Vous avez le choix, voilà, suivant l'image que vous voulez donner de vous, suivant la situation. Et donc, avec nos gros corpus, nos expériences, nos théories savantes, on pense qu'on peut vous servir à vous réapproprier la langue.